Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je me nomme Yao, je suis étudiant en licence de réseau et sécurité informatique à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, comme la plupart d'entre vous. Et je fais cette vidéo pour expliquer le cours d'architecture des réseaux. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne bénéficient pas d'explications de certaines notions dans les cours et ça perturbe beaucoup parce que comme il n'y a pas de professeur pour nous expliquer physiquement les choses, comme c'est le cas dans les universités classiques, j'ai décidé d'expliquer les cours que je comprends, voilà, à mes camarades. Voilà, pensez comme si nous sommes dans une classe où vous avez besoin qu'on vous explique quelque chose, que votre camarade vous explique quelque chose et tout ira bien. Voilà. Supposez que je suis votre camarade qui vous explique le cours, par exemple, de mathématiques comme on le fait au lycée. Quand on ne comprend pas, on va voir quelqu'un qui comprend et la personne nous explique le cours. Sachez que je ne refais pas le cours du prof, j'explique juste ce que le prof a dit dans le cours. Voilà. Donc, on va commencer. Cette vidéo porte sur l'architecture des réseaux locaux qui est la deuxième semaine, qui est le cours de la deuxième semaine comment dirais-je, du cours d'architecture et pas d'architecture et réseau, mais plutôt du cours des réseaux informatiques. Donc, suivez-moi attentivement. Sans plus tarder, nous allons commencer le cours. Voilà, d'abord, on va voir les objectifs de ce cours comme l'a spécifié le professeur dans son cours. Voilà, dans le cours, on nous a dit à la fin de cette leçon, vous serez capable de... Donc, à la fin de cette leçon, voici ce que nous devons être capables de connaître, voilà, de connaître ou de faire. Donc, on doit connaître les différentes topologies physiques des réseaux locaux. Voilà, je précise, des réseaux locaux. On doit connaître aussi le format d'une adresse MAC. On doit connaître aussi, d'abord, avant de connaître le format d'une adresse MAC, on doit savoir aussi ce que c'est que le MAC. Voilà. On doit aussi connaître les différentes techniques d'accès au support des réseaux locaux. Ensuite, nous verrons les différentes topologies logiques des réseaux locaux. Et enfin, on va distinguer les différents périphériques d'interconnexion des réseaux locaux, comme l'a bien spécifié le professeur dans son cours. Donc d'abord, on va commencer par l'introduction. Vous avez l'introduction dans vos cours et prenez et suivez attentivement avec moi en même temps. Voilà, ça va vous permettre de mieux comprendre les notions que je vais vous expliquer. Les réseaux locaux informatiques répondent aux besoins de communication entre ordinateurs au sein d'une même zone géographique. C'est-à-dire, prenons par exemple le campus de Cocody. Voilà, le campus de Cocody. S'il y a plusieurs ordinateurs bon, disons, il y a plusieurs ordinateurs dans le campus, sur le campus, et ces ordinateurs peuvent être gérés par un réseau local qui va permettre aux différents ordinateurs de communiquer ensemble. Voilà. Ensuite, un réseau local se caractérise par des équipements géographiquement proches les uns des autres et qui coopèrent en utilisant un support de transmission pour diffuser des données. Donc, vous entendez par support de transmission comme la fibre optique, voilà, la fibre optique par exemple, ce sont des supports de transmission. Voilà, vous connaissez aussi le cuivre, voilà, ce sont des supports de transmission. Pour commencer ce module, on va voir l'architecture des réseaux locaux. Nous allons d'abord définir, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le standard IEEE, voilà, I3E comme moi je l'appelle habituellement, I3E.
Et cela signifie Institute of Electronical and Electronic Engineer. Voilà, pour ceux qui comprennent anglais, ils savent ça veut dire quoi, hein. Prenez votre téléphone simplement et cherchez. Voilà. Prenez votre téléphone et cherchez. Ça va vous permettre de comprendre en même temps. Plusieurs standards des réseaux locaux ont été définis par le comité 802 de l'I3E. Voilà, sachez aussi que l'I3E, comme l'a dit le prof dans le cours, il a donné quelques définitions. On peut dire, l'institut qui s'occupe de normaliser les réseaux locaux, voilà, de la normalisation des réseaux locaux. Voilà, nous avons parmi ces standards-là, nous avons le standard 802.1 qui définit le contexte général des réseaux locaux informatiques. Nous avons le standard 802.2 qui définit la couche liaison des données. Voilà, la couche liaison des données, c'est une partie comment on appelle ça, de la norme OSI que nous avons vu dans le cours passé. Voilà. On a les standards 802.3 jusqu'à 802.6 et puis on a le standard 802.11. Maintenant, on peut se demander qu'est-ce qu'un réseau. Voilà, qu'est-ce qu'un réseau local. Qu'est-ce qu'un réseau local? Parce que depuis, on a commencé le cours, on parle de réseau local. Mais qu'est-ce qu'un réseau local? D'après le cours du prof, un réseau local, ou LAN, comme nous l'avons défini dans le cours d'architecture des réseaux, un réseau local, qui veut dire Local Array Network, est un réseau dont la portée est limitée de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres. Cette question est sortie dans l'évaluation passée, l'évaluation de la semaine passée. C'est le type de réseau que l'on peut installer chez soi, dans des bureaux ou dans un immeuble. Un LAN, comme tout réseau, repose sur un support de transmission, un câble en cuivre ou fibre optique, voilà, comme je l'avais dit précédemment, ou plus rarement les ondes radio. Maintenant, on va voir en deuxième position l'architecture en couche dans un réseau local. Par rapport au modèle OSI, qui veut dire Open System Interconnection, ou système d'interconnexion ouvert, l'architecture normalisée dans les réseaux locaux découpe la couche de liaison en deux sous-couches. Voilà. Quand vous prenez l'architecture normalisée d'un réseau local, il découpe le réseau en, comment on appelle ça? Elle est découpée en deux sous-couches. Voilà. Il découpe comme on appelle la couche liaison en deux sous-couches. La couche liaison, vous savez que, comme dans le cours passé, nous avons étudié, ça fait partie du modèle OSI. Voilà, ça fait partie du modèle OSI. On a la couche physique, voilà, on a la couche physique et puis on a la couche liaison. Et ces deux sous-couches qui font partie de l'architecture normalisée des réseaux locaux. Voilà, parce qu'on nous dit l'architecture normalisée des réseaux locaux découpe la couche liaison en deux sous-couches. Voilà, donc la couche liaison est découpée en deux sous-couches par l'architecture normalisée des réseaux. Donc, nous avons le MAC, comme on l'a dit là-bas, ça veut dire Medium Access Control. Medium Access Control. En français, ça veut dire contrôle d'accès moyen. Voilà, en français, ça veut dire contrôle d'accès moyen. Et puis, nous avons le LLC, qui veut dire Logical Link Control. En français, ça veut dire contrôle de liaison logique. Donc, on a le contrôle d'accès moyen et le contrôle de liaison logique. Donc, je vais reprendre ce que j'ai dit ici. On a dit par rapport au modèle OSI, l'architecture normalisée des réseaux découpe
des réseaux locaux découpent la couche liaison en deux sous-couches qui sont quoi? Qui sont le contrôle d'accès moyen et puis quoi? Le contrôle de liaison logique. Voilà. Donc, nous avons nos deux sous-couches qui sont le contrôle d'accès moyen et le contrôle de liaison logique. Donc, le contrôle d'accès moyen qui est appelé MAC et le contrôle de liaison logique qui est appelé LLC. Maintenant, on va voir ce que c'est que le MAC ou contrôle d'accès moyen. La sous-couche MAC règle l'accès au support partagé. Elle filtre les trames reçues pour ne laisser passer que celles réellement destinées à l'équipement concerné. Elle s'occupe de l'encapsulation des données. Voilà, l'encapsulation, je vais prendre un exemple tout simple pour ceux qui ont des difficultés à comprendre ce que c'est que l'encapsulation. Quand vous prenez par exemple une bouteille, voilà, on parle de encapsulation ou bien on parle de décapsulation. Voilà. Donc, encapsulation, c'est mettre la fermeture de la bouteille et puis décapsuler, c'est enlever. Donc, on dit elle se coupe de l'encapsulation des données. Dans le cours passé, nous avons vu que lorsque un message arrive, lorsqu'on utilise le routeur, comment on appelle ça? Bon, on parle de la transmission des paquets qui est gérée par les routeurs. J'ai oublié un peu le nom. On parle de routeur de paquets. Voilà. Lorsque on prend cette technologie-là, lorsqu'un paquet arrive à un nœud, celui-ci enlève la capsule bien et puis va, comme on appelle, procède à l'encapsulation avant d'envoyer encore au nœud suivant qui fait de même et ainsi de suite. Ensuite, nous avons la sous-couche LLC qui gère l'envoi des trames entre les équipements. Donc, supposons que nous avons un routeur de l'autre côté ou bien nous avons par exemple un ordinateur de l'autre côté, puis nous avons un ordinateur B, un ordinateur A de l'autre côté et puis nous avons un ordinateur B d'un côté. Donc, qu'est-ce qui va faire, comme on appelle ça, la couche LLC? On dit elle gère l'envoi des trames. Donc, lorsque les trames doivent passer de l'équipement A vers l'équipement B, c'est cette couche-là qui va gérer l'envoi de ces trames-là au niveau des deux équipements. On dit quelle que soit la technique des supports. Donc, comme nous n'avons pas encore vu la technique des supports, on va voir ça un peu plus devant. Donc, peu importe la technique des supports, d'accès au support, excusez-moi, la technique d'accès au support qui sera utilisée, peu importe la technique, cette couche-là, la couche LLC, sera capable de gérer l'envoi des trames entre les deux équipements ou les équipements qui seront connectés. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu à travers ce schéma. Nous avons ici Medium, couche physique, Medium Access Control, Logical Link Control. Donc, comme vous pouvez le voir, la couche liaison de données que j'avais essayé d'expliquer ici en disant que le MAC et l'LLC appartiennent à la couche liaison de données. Voilà, quand vous prenez le modèle OSI, comme nous avons vu dans le cours passé, cette partie-là, voilà, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la couche liaison de données qui contient la sous-couche LLC et la sous-couche MAC. Voilà. Donc, nous allons voir les types d'adresses MAC. Ça, vous devez la mémoriser, c'est ce que je pense. Il en existe trois. Dont vous devez connaître. Voilà, ça est dans le cours du prof. Voilà, c'est le même cours. Hein, voilà. Nous avons l'adresse MAC monodiffusion, voilà, qui est soit appelée unicast, excusez-moi. On dit c'est l'adresse physique destinée à un équipement. Voilà. Donc, prenons par exemple un ordinateur. Un ordinateur, c'est un équipement. Voilà.
ou bien une carte réseau, par exemple, c'est un équipement et son adresse, l'adresse comment on appelle, de cet équipement-là, c'est l'adresse monodiffusion. Voilà. Nous avons aussi l'adresse MAC de diffusion ou broadcast. Voilà. On dit cela correspond à l'ensemble des équipements d'un réseau local. Donc, prenons l'ensemble des équipements d'un réseau local. Comme vous pouvez le savoir, l'ensemble des équipements d'un réseau local, on peut avoir un routeur sans fil, excusez-moi, on peut avoir un commutateur, voilà, n'importe quoi. Et tout l'ensemble de ces équipements-là correspond à l'adresse MAC de diffusion. Nous avons aussi l'adresse MAC de multidiffusion ou multicast. Cela correspond à une partie des équipements d'un réseau local. Prenons par exemple un réseau local, comme je l'ai dit, un réseau local, c'est un réseau qui permet de connecter plusieurs équipements sur une distance limitée entre quelques mètres et des centaines de mètres, n'est-ce pas? Donc, ce réseau local-là peut connecter plusieurs équipements. Voilà, peut connecter plusieurs équipements entre eux. Donc, lorsque nous prenons une partie de comme on appelle ces équipements-là, leur adresse multidiffusion, voilà, ils auront une adresse multidiffusion. Voilà. Et concernant l'adresse diffusion, ça sera l'ensemble des équipements qui seront concernés. Nous avons les différentes topologies physiques d'un réseau local. Voilà. Il en existe plusieurs, comme le coup le dit. Les trois topologies de base sont, nous avons le bus, voilà, nous avons l'anneau et l'étoile. Ça aussi, vous devez mémoriser. Donc, la topologie caractérise la manière dont est réalisé le câblage du réseau. Voilà, dont est réalisé le câblage du réseau. Quand vous prenez, par exemple, si on veut câbler un réseau, on peut le faire de plusieurs manières. Voilà. Et la manière dont le câblage se fait, c'est ce qu'on appelle topologie. Donc, ça peut se faire en bus, ça peut se faire en anneau ou en étoile. Je vais vous montrer l'image que le prof a donnée pour vous expliquer. Ici, nous avons, quand le cours d'architecture technologie des ordinateurs que nous avons fait, on a parlé des bus. Dans ce cours-là, le bus représentait quoi? Représentait le chemin qui était emprunté par les données entre deux équipements de cet ordinateur-là. Donc, c'est la même chose ici. Nous avons le bus que vous voyez qui est là, et nous avons notre serveur qui est connecté, notre ordinateur, notre PC, voilà nos deux PC qui sont connectés, puis notre imprimante. Et c'est les bus là, c'est par ce bus là que les données vont passer pour atteindre nos différents équipements connectés. Nous avons aussi la topologie en étoile. Comme vous pouvez le voir, bon, ils ont spécifié ça comme ça. Sinon, supposons que lui là, il est ici. Supposons que lui là, il est ici. Et celui-là, il est ici. Voilà, ça peut former une étoile. Donc, excusez-moi. Donc, cela représente, voilà, comme vous voulez voir, ça c'est un commutateur qui est relié à plusieurs équipements. Voilà, ça ressemble vraiment à, voilà. Maintenant, nous avons ici la topologie en anneau. Voilà, ça ressemble à un cercle. Voilà, ça ressemble à un cercle qui est connecté par plusieurs équipements. Ou bien, ici, lorsqu'un message est ici, ou bien un message est ici, il peut être transmis par cet ordinateur vers cet ordinateur, ainsi de suite. Et entre les ordinateurs, ils peuvent communiquer entre eux. Et ça, c'est une technique de câblage de réseau, de même ici, de même ici. Nous allons voir maintenant les techniques d'accès au support, que j'ai parlé de ça dans le chapitre passé. Voilà, on a dit que peu importe la technique d'accès au support qui sera utilisée,
la sous-couche LLC pourra s'occuper, comment dirais-je, de l'envoi des trames entre les périphériques connectés. Donc, nous allons voir les techniques d'accès dans cette partie. Donc, l'accès au support de transmission dans les réseaux locaux nécessite des méthodes d'accès. Voilà, cette petite partie-là, elle illustre très bien. Donc, pour qu'une donnée puisse, excusez-moi, pour que on puisse transmettre des données entre un réseau A et entre un équipement A et un équipement B, il faut que la technique d'accès du réseau qui sera établi entre l'équipement A et l'équipement B soit faite avec une méthode, voilà, une méthode d'accès. Donc, comment on appelle ça? Cette technique-là, ou bien ces méthodes d'accès sont regroupées en deux grandes familles. Nous avons les unes à accès aléatoire et les autres à accès déterministe. Dans les techniques à accès aléatoire, chaque équipement émet ses données sans se soucier des besoins des autres. Voilà, supposons qu'on vit dans une communauté et moi je peux émettre, comme on appelle, agir sans me soucier des autres, voilà, des besoins des autres. Je peux chercher moi mes besoins sans me soucier des besoins des autres. Voilà. Dans des techniques déterministes, l'accès au support se fait à tous deux rôles. Nous avons les techniques d'accès. Nous allons voir en première position le principe de la technique d'accès aléatoire. Ensuite, en deuxième position, principe de technique d'accès déterministe. Et en troisième position, les topologies logiques des réseaux locaux. Et en première position, les principes de la, comment on appelle ça, excusez-moi, principe de la technique d'accès aléatoire. Lorsqu'un équipement a une trame à émettre, il se met à l'écoute du support de transmission en vue de savoir si le support est libre. Donc, supposons que je veux passer d'un tunnel A, du bout d'un tunnel A à l'autre bout de ce tunnel A là. Avant de passer, supposons qu'il y a plusieurs carrefours entre ce tunnel là. Avant de traverser, je me mets à l'écoute du tunnel. Voilà, avant de traverser le tunnel, je me mets à l'écoute du tunnel et si rien ne se passe dans le tunnel, je traverse. S'il y a quelque chose, j'attends. Voilà. Ou bien supposons aussi que s'il y a quelque chose, j'attends. C'est comme ça que ça fonctionne. Le support est libre si on ne détecte pas de signal transportant des données. Voilà, ça vous comprenez. Les méthodes d'accès aléatoire portent le nom générique de CSMA. Le mécanisme de la méthode d'accès CSMA, comment dirais-je, est illustré par le schéma ci-dessous. Voilà. CSMA, excusez-moi pour la définition que je n'ai pas donnée. Je voulais mettre dedans, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis, franchement. Donc, je vais vous donner la définition du CSMA. Voilà. Ça veut dire sens transporteur accès multiple. Voilà. Je pense bien que c'est ça. Sens transporteur accès multiple. Je crois bien. Voilà, accès multiple à la porteuse. Un truc comme ça. C'est ce que le traducteur me dit. Voilà. Bon, vous devez chercher ça de votre côté aussi. Hein. Voilà. Le mécanisme de la méthode d'accès CSMA-CD est illustré par le schéma suivant. Donc, je vais vous expliquer ce schéma-là. Il faut dire que c'est ce schéma même qui m'a permis, ou bien qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo. Parce que je me suis dit, ah bon, plusieurs personnes ne peuvent ne pas comprendre ce schéma. Voilà.
Donc, parce que ça paraît vraiment bizarre, il faudrait que je fasse une vidéo pour essayer d'expliquer à mes camarades comment ce schéma fonctionne. Donc, d'abord ici, euh, nous avons transmettre des données station active. Écoute du signal. Donc, comme on l'a dit, avant que, on dit lorsqu'un équipement a une trame à émettre, il se met à l'écoute du support de transmission en vue de savoir si le support est libre, n'est-ce pas? Donc ici, voilà, l'équipement qui a une trame à transmettre écoute, se met à l'écoute du support de transmission pour savoir s'il y a un support de, s'il y a des données en cours de transaction, voilà. Ou bien s'il y a un signal qui transporte, voilà, une donnée. Lorsqu'il écoute, on voit soit le canal est libre, soit le canal est occupé. Si le canal est libre, hein, on met oui. Si le canal est libre, alors il émet, comment on appelle ça, la trame qui devait donner, n'est-ce pas? Émission de trame de données, et il se met encore à écouter. Vous voyez? Si le canal est occupé, alors il revient encore à l'écoute du signal. Il revient encore à l'écoute, excusez-moi, il dit du signal, du support de transmission. Il se met encore à l'écoute du support de transmission pour savoir si le canal est libre. Ici, si le canal est libre, alors oui, on a émission des données et écoute du signal. N'est-ce pas? Pourquoi on écoute le signal? C'est pour savoir s'il y a collision ou il n'y a pas de collision. Je prends mon illustration de tunnel que j'avais pris. Supposons que je veux passer dans un tunnel d'un point A à un point B qui représentent les bouts de ce tunnel-là. Donc, avant de passer, attendez, je vais essayer d'illustrer ça à côté ici. Voilà, je vais passer d'un point A à un point B. Voilà. Et ça, c'est mon tunnel. Ça, c'est mon tunnel. Et avant de venir, je me mets à écouter. Si je me mets à écouter, supposons que c'est le support de transmission. Voilà. Notre tunnel représente le support de transmission. Si le tunnel est libre ou le support de transmission est libre, alors, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est libre, alors il émet, on a émission du trame de données, n'est-ce pas? Alors je passe. Si c'est occupé, si le tunnel est occupé, c'est-à-dire non, alors je me retourne, n'est-ce pas? Alors je reviens à mon coin de départ, n'est-ce pas? Si oui, que le tunnel est libre, alors je passe, n'est-ce pas? Supposons que je suis en voiture, hein. Je suis en voiture, puis il n'y a qu'un chemin pour traverser. Alors je passe, je viens. Et arrivé là, lorsque je passe, je me mets toujours à écouter. Je me mets toujours à écouter. Pour ne pas entrer en collision, n'est-ce pas? Pour ne pas entrer en collision. Mon exemple, lorsque je prends nous-mêmes, ça sera difficile de savoir s'il y aura collision ou bien il n'y a pas de collision. Mais supposons qu'ici, il y a une station qui écoute et ici, il y a une station qui écoute. Nos deux stations représentent quoi? Représentent notre équipement qui transmet les données ou bien qui transmet la trame de données. Donc,
lorsque j'arrive là, notre station A écoute toujours, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'équipement A est toujours à l'écoute. Et s'il y a collision, qui est représentée ici, n'est-ce pas? Ici, on revient à notre émission de trame, n'est-ce pas? On revient à notre émission de trame s'il y a collision. C'est-à-dire, s'il y a collision, je reviens ici. Je reviens ici. Qui est là l'émission de trame. C'est-à-dire, c'est là que, lorsque j'ai écouté ici, que j'ai vu que le tunnel était libre, c'est là que je me suis mis à marcher, n'est-ce pas? C'est la station A qui me dit si le tunnel est libre ou non. Supposons que moi, je suis la donnée, je suis la trame de données. Voilà. Et arrivé ici, nous sommes là. S'il y a collision, c'est-à-dire il y a croisement entre une trame qui est émise par la station B venant ici, si nous deux nous rentrons en collision, alors je me retourne. Voilà. Je me retourne pour venir encore écouter ou bien pour que la station A puisse me donner encore l'ordre de partir, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de collision, alors je viens et je traverse le tunnel, n'est-ce pas? Et je traverse le tunnel, arrêt et émission, envoi, séquence de brouillard, n'est-ce pas? Excusez-moi, s'il n'y a pas de collision, excusez-moi, s'il n'y a pas de collision ici, on dit collision, non. S'il n'y a pas de collision, alors la station A peut continuer à émettre les trames. C'est-à-dire, supposons que je suis la donnée, je passe, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Lorsque je suis là, il représente la trame de données. S'il y a collision, alors je viens ici, arrivé là, il y a un algorithme de reprise, c'est-à-dire on va tout reprendre à zéro parce qu'il y a eu collision. Donc quand il y a collision, il y a des dégâts. Donc on me renvoie ici, jusque là, me renvoie jusque là, hein, pour encore reprendre tout ce processus-là, parce qu'il y a eu collision. C'est-à-dire, on va encore écouter. Lorsqu'on écoute, si le canal est libre, alors on émet la donnée qui, moi, je passe. Si le canal est occupé, je reviens encore là. Hein, ici, je reviens. Si le canal est libre, je passe. Si le canal est occupé, alors je reviens encore là. Voyez-vous? Donc, lorsque le canal est libre, je passe. Et arrivé ici, je suis passé, n'est-ce pas? J'écoute. La station A écoute. Lorsqu'il écoute, s'il n'y a pas de collision, il me dit, bon, avance encore, j'avance. La station A écoute toujours. S'il n'y a pas de collision, il peut continuer à émettre ces données, c'est-à-dire il peut continuer à envoyer des données, n'est-ce pas? C'est pourquoi on est revenu ici pour dire émission de données. Parce qu'il n'y a pas de collision, donc la station A peut continuer à émettre ces données, n'est-ce pas? Maintenant, s'il y a collision, ici, on arrête les émissions de données. La station A n'envoie plus de données, mais cette fois-ci, il y a un algorithme qui va émettre quoi? Une séquence de brouillard pour corriger l'erreur, c'est-à-dire pour enlever la collision. Et moi, je reviens ici, c'est-à-dire, je suis la donnée, je reviens ici et je serai émis encore une nouvelle fois, n'est-ce pas? Émis encore une nouvelle fois. Donc, j'espère que vous comprenez cette illustration-là. Je vais reprendre encore. Ici, il y a écoute du canal. Lorsqu'on écoute le canal, si le canal est libre, alors on émet la trame de données. Si le canal est occupé, alors on revient encore écouter le canal. Et lorsque le canal est libre, quand on émet la trame de données, on écoute toujours s'il n'y a pas de collision entre une donnée qui est quittée sur ce côté pour venir. Vous voyez, s'il y a une collision, je reviens ici. S'il y a collision, je reviens ici. Il y a un algorithme. On arrête les émissions de données parce qu'il y a eu collision. On arrête les émissions de données et il y a un algorithme qui va reprendre tout ce processus-là. Vous voyez, avec la même donnée. Maintenant, s'il n'y a pas de collision, alors on peut continuer d'émettre nos données ici, à partir de
cette citation ici. On va au suivant. Nous allons voir maintenant le principe, comme on appelle ça, les principes de la technique d'accès déterministe, excusez-moi. Un périphérique A qui reçoit et reconnaît le jeton possède le droit à la parole. Vous voyez, dans notre société, on dit celui qui a droit à l'argent, il a droit à la parole, n'est-ce pas? C'est un peu comme ça. Donc, un périphérique A, c'est-à-dire un ordinateur A qui reçoit comment on appelle, qui reçoit et reconnaît le jeton. Excusez-moi, il y a périphérique. Il y a deux types de périphériques. Il y a périphérique intermédiaire et puis périphérique finaux. Voilà, comme vous le connaissez, vous connaissez certainement dans le cours passé. Voilà, donc un périphérique A qui reçoit et reconnaît le jeton a droit à la parole. Il est autorisé à émettre sur le support. Une fois sa transmission terminée, il transmet le jeton au périphérique suivant. Le périphérique suivant peut être relié directement au précédent ou celui destiné à posséder le jeton sans être relié directement au précédent. Voilà. Donc, je vais essayer d'expliquer ça aussi, cette partie-là. Donc, ici, nous avons la trame à émettre. Voilà. Nous avons notre trame à émettre ici, qui est là. Excusez-moi. Voilà, nous avons notre trame à émettre qui est là. Et supposons que voici le support qui est là. Voici notre support. Et voici notre trame à émettre. Donc, si, ici, réception des jetons, on se pose la question, est-ce que le périphérique qui doit émettre notre trame possède le jeton et reconnaît le jeton? Si oui, alors nous avons notre lancement temporisation. Vous voyez? Par temporisation, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que on peut dire doucement, voilà, doucement, sans presser, voilà. Un lancement sans un petit lancement, pas petit mais pas sans stresser, voilà. On dit agissez avec temporisation, voilà. Ou bien, voilà, ça veut dire que agissez doucement, voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc, un lancement, temporisation. Maintenant, si notre périphérique qui doit émettre la trame ne possède pas le jeton, alors nous revenons ici pour atteindre le jeton. Vous voyez bien, ici on a quoi? Ici on se pose la question, est-ce qu'on possède le jeton? Si on ne possède pas le jeton, alors on revient ici. Si on possède le jeton, alors on passe au lancement de notre trame, n'est-ce pas? On passe au lancement de notre trame. Et lorsqu'on a émis notre trame, ici, comme vous le voyez, émission de la trame. Lorsqu'on a émis notre trame, ici, autre trame à émettre et temporisée non écoulée. Vous voyez, on se demande s'il y a d'autres trames à émettre. Vous voyez? Et puis, on sait aussi que le temps d'attente qui est la temporisation est écoulé. On se pose cette question-là. Si le temps est écoulé, on peut émettre d'autres, n'est-ce pas? Donc, si oui, on revient, sélection de trame suivante, c'est-à-dire, si notre temps, c'est-à-dire la trame qu'on avait émise, parce qu'on a dit ici oui, donc on a lancement, on a émission de notre trame. Si notre trame qu'on a émis, n'est-ce pas? Il a déjà traversé, n'est-ce pas? Bien son temps écoulé ici, on revient. Si oui, on a sélection de trame suivante, c'est-à-dire notre donnée suivante. La station, on est sur la station, le périphérique qui doit émettre notre trame, n'est-ce pas? On revient là. Pour encore sélectionner la suivante afin de l'émettre. Sinon, on a transmission du jeton, c'est-à-dire on remet le jeton à un autre périphérique. Vous voyez? On remet le jeton à un autre périphérique parce qu'on n'a plus de trame à émettre. Maintenant, si on a toujours des trames à émettre, alors on peut les sélectionner
une par une, vous voyez, une par une, et puis les émettre, vous voyez. Voilà, lui n'est pas vraiment compliqué. Nous avons maintenant, comment dirais-je, excusez-moi pour tout ce que j'ai écrit là, je vais les effacer. Nous avons maintenant les topologies logiques des réseaux locaux. La topologie logique décrit comment on attribue le droit à la parole entre tous les périphériques. Comme on l'a dit ici, vous voyez, on a dit que pour avoir droit à la parole, il faut posséder le jeton. C'est-à-dire pour avoir droit à émettre des données, bien des trames, il faut posséder le jeton, n'est-ce pas? Il faut posséder le jeton. Donc, la topologie logique décrit comment on attribue ce droit-là, c'est-à-dire le jeton, à un périphérique. Elle définit donc la méthode d'accès au support ou niveau MAC utilisé. Voilà, on a plusieurs types de niveaux MAC. Hein. Voilà, on les a cités de l'autre côté là-bas, les différents types de MAC. Les topologies illustrées. Les topologies illustrées, les topologies logiques des réseaux locaux les plus répandues sont, on a Ethernet 85% et Token Ring qui est utilisé à 15%. Ethernet, la plupart d'entre vous connaissent le réseau, la topologie Ethernet, voilà. La topologie logique des réseaux Ethernet est le plus répandu dans le monde entier pour sa simplicité d'installation, la simplicité d'utilisation, voilà. Nous allons voir maintenant les périphériques d'interconnexion des réseaux locaux. Physiquement, deux réseaux ne peuvent être reliés que par un périphérique intermédiaire connecté à chacun d'eux, n'est-ce pas? Donc, sachant acheminer les messages l'un à l'autre. Donc, physiquement, pour que deux périphériques intermédiaires puissent être connectés, il faut les deux réseaux ne peuvent être reliés par un périphérique intermédiaire. Excusez-moi. Donc, pour que deux réseaux peuvent être reliés, il faut un périphérique intermédiaire. On a vu plusieurs périphériques intermédiaires dans le cours passé. Le professeur a cité beaucoup. Nous avons les deux principaux périphériques étudiés. Nous avons vu le routeur et puis le commutateur, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il permet de relier plusieurs réseaux. Donc, pour que deux réseaux puissent être connectés, il faut nécessairement un périphérique intermédiaire, sachant acheminer les messages de l'un vers l'autre. Voilà. Donc, par exemple, supposons que il y a une ville de l'autre côté de l'eau. Il y a deux villes, supposons il y a deux villes qui sont traversées par l'eau. Donc, pour partir de l'autre côté, voilà, en voiture, il faut un pont. Il faut un pont, n'est-ce pas? Donc, c'est ce pont-là qui représente notre périphérique intermédiaire. Donc, il existe plusieurs périphériques d'interconnexion des réseaux locaux selon leur degré de similitude. Les périphériques d'interconnexion peut être, selon les cas, un répéteur, un pont, un routeur ou une passerelle. Nous allons les étudier. Le rôle des différents périphériques d'interconnexion. Nous allons voir d'abord le répéteur. Le répéteur ne fait que prolonger le support physique en amplifiant les signaux transmis. Lui, il amplifie les signaux transmis. Voilà. Juste pour prolonger le support physique. Il se contente de veiller à la répétition et à la régénération de signaux. Quand on parle de répétition, c'est-à-dire par exemple, comme je l'ai dit le passé,
Si on a, comment on appelle, un signal qui doit être, comment on l'a transmis, il y a eu collision, il faut encore émettre ce signal-là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, imaginons qu'il y a un répétiteur. Lui, il va se charger de la répétition et la régénération de ces signaux-là. Vous voyez? Parce qu'il y a collision, il y a des dégâts, n'est-ce pas? Les répéteurs sont souvent utilisés pour s'affranchir des contraintes de distance préconisées dans les standards. Ils s'occupent donc que les architectures de sous-réseau à relier soient identiques à partir de la couche MAC. On a aussi le pont. Le pont est conçu pour construire un réseau local logique, n'est-ce pas? À partir de plusieurs réseaux locaux. Donc, prenons construire un réseau local. Prenons par exemple le campus du VCI. Prenons le campus du VCI. Prenons Nangia Brogoa. Prenons UFSHB. Maintenant, chacun, sachant que chacun d'eux a un réseau local, le pont, lui, il va faire quoi? Il va permettre de construire un réseau local unique à partir de ces différents réseaux locaux. Vous voyez, voisins ou distants, dont les couches physiques sont ou non dissemblables. On parle de couches dissemblables lorsque les deux réseaux, ou bien souvent les réseaux qu'on doit interconnecter sont tous deux soit Ethernet, ou bien token ring et token ring. Maintenant, ils sont dissemblables, c'est-à-dire on a Ethernet et token ring. Vous voyez, on dit que ce sont des équipements qui interviennent au niveau de la couche LLC. Nous avons le routeur. On a étudié le routeur dans la leçon passée. Le routeur est destiné à relier deux ou plusieurs réseaux réseaux de technologies différents. Voilà, il opère. Nous avons par exemple Internet. Internet qui est différent de, je peux dire, quel réseau encore, qui est différent de la technologie Ethernet par exemple. Voilà. Donc, il opère essentiellement au niveau. Donc, le routeur peut permettre de relier ces deux réseaux-là. Vous voyez? Il peut permettre de relier la technologie Ethernet et Internet. Il opère essentiellement au niveau de la couche ou Internet. Vous voyez? Il assure l'acheminement des informations à travers l'ensemble des réseaux interconnectés. Le routeur possède au moins deux interfaces réseau. C'est une information à connaître. Les passerelles ou gateways sont des équipements qui relient deux réseaux totalement différents. Elle assure une compatibilité au niveau des protocoles de couche haute entre réseaux hétérogènes. Donc, ce sont des équipements qui relient des réseaux totalement différents. Ils sont hétérogènes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout identiques. Donc, les passerelles servent à relier ces deux réseaux-là qui sont totalement différents. En conclusion, l'utilisation d'un support unique partagé entre plusieurs utilisateurs des réseaux locaux nécessite la mise en œuvre de méthodes d'accès spécifiques, accès aléatoire ou détection de porteuses ou mécanismes à jetons. Grâce à sa simplicité et à sa capacité d'adaptation, Ethernet est le réseau le plus répandu, comme on l'a dit, 85% utilisé. Selon le niveau de l'interconnexion, les réseaux locaux se relient au monde extérieur à travers différents périphériques, répéteurs, ponts, commutateurs de niveau 3, routeurs et passerelles. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que elle vous a plu. Abonnez-vous à la page et partagez. Ensemble, on fera de grandes choses. Si quelqu'un pense avoir compris un cours, qu'il fasse et qu'il présente, qu'il montre la vidéo et qu'il m'envoie, je vais publier la vidéo pour pouvoir aider les autres. Bonne soirée à vous.
likez, partagez, abonnez-vous à la page et à très bientôt.